Donc, on arrive donc à la deuxième partie du cours sur la thermodynamique. Donc, comme on s'est habitué à travailler, on va faire le cours et puis directement un autre enregistrement va porter sur la résolution des exercices relatifs à cette partie-là. Très bien. Donc, on va voir maintenant comment exprimer la chaleur à pression constante et à volume constant. Donc, nous avons déjà vu dans le cours précédent que la chaleur à volume constant, c'est égal à delta U et nous avons vu également que la chaleur à pression constante, c'est delta H. Donc, l'enthalpie, ça c'est l'énergie interne et ça c'est l'enthalpie. Alors maintenant, comment calculer cette énergie justement? Parce que nous, on a l'habitude de trouver la variation d'énergie interne en utilisant la chaleur et le travail. Donc là, on va donner une nouvelle relation, c'est que D de QV, ou plutôt delta U, qui est égal à QV, c'est égal tel que vous le voyez comme ça. Donc là, on va le réécrire ici. Delta, delta U qui est égal à QV, ça sera l'intégrale de T1 à T2 de CV dt. Bien sûr, ici, il y a des rectifications à faire. Donc, il y a des rectifications à faire parce que là, il n'y a pas le nombre de moles qui apparaît. Au fait, si on veut l'exprimer, donc je vais gommer pour avoir un peu d'espace. Voilà. Et donc là, normalement, l'expression générale, puis on arrive à l'intégrale. Alors, normalement, on l'écrit comme ça. On l'écrit comme ça normalement. On l'écrit comme ça. D de U est égal à NCV dt. D'accord? Maintenant, si on intégrale D de U, l'intégrale de D de U, ça c'est des notions mathématiques, c'est l'intégrale également de NCV dt. Alors, généralement, le nombre de moles, comme il est constant, donc on a bien sûr l'intégrale de T1 à T2. Comme le nombre de moles est constant, donc l'intégrale de D de U, ce n'est autre que delta U. Donc, on va avoir N, l'intégrale min T1 LT2 de CV dt. D'accord? Alors maintenant, il y a deux voies, d'accord, qui vont se dessiner. La première, c'est que parfois, ce paramètre CV, on va vous dire c'est quoi ce paramètre. Parfois, ce paramètre, il est indépendant de la température. D'accord? Donc, ça sera une valeur. D'accord? Et dans ce cas-là, également, de l'intégrale. Et donc, on va avoir delta U égale à NCV, l'intégrale min T1 T2 de dt. D'accord? Ah, pardon. De dt. D'accord? Là, c'est la première possibilité. Maintenant, parfois, CV aura une expression. Donc, CV va être sous la forme suivante. Parfois, CV a une expression qui dépend de la température. Je vais emprunter cette page juste pour vous expliquer. Parfois, CV, il sera sous la forme AT au carré plus BT plus C. Et donc, c'est une expression qui dépend de la température avec A, B, C, c'est des constantes. Et donc là, si je veux intégrer ce genre d'expression, je veux chercher delta U, ça sera N, l'intégrale. Donc, min T1, LT2, je vais diviser tout ça donc de A T au carré dt plus l'intégrale de T1 T2, bien sûr N, il ne faut pas l'oublier parce que N, je vais le distribuer donc de BT dt plus dt, pardon, plus l'intégrale également, donc N, l'intégrale de T1 à T2 de CDT. Et puis j'intègre chaque expression, je vais l'intégrer. Mais généralement,
Nous, on considère CV comme constant, d'accord? Parfois, le CV, donc cette valeur-là, a des domaines, c'est-à-dire parfois il est constant dans un domaine de température et puis il varie dans un autre domaine. Donc, il n'est pas tout le temps constant. Mais nous, dans nos exercices, on va considérer le cas où CV, il est constant dans le domaine de température. Bien sûr, il faut mettre en tête que delta U, ce n'est pas la peine de revenir vers ça. Delta U, ce n'est autre que QV, bien sûr, donc il ne faut pas l'oublier. D'accord? Donc, on peut exprimer CV comme étant D2Q, V, D2T. Et donc, c'est quoi CV? Ça, c'est pour définir, hein, ça, c'est pas pour calculer. Et là, on est en train de définir CV. Alors, il faut savoir que CV est appelé la capacité calorifique molaire, parce que c'est pour une mole. D'accord? Capacité calorifique molaire. Donc, il y a deux types de capacité calorifique. Il y a une capacité calorifique à volume constant, il y a une capacité calorifique à pression constante. Donc, on a CV et CP. CV, on l'utilise pour calculer la variation d'énergie interne et donc la chaleur à volume constant. Et CP, tel que vous le voyez dans la suite, on l'utilise pour calculer la capacité calorifique, la variation d'enthalpie ou la chaleur à pression constante. D'accord? Alors, c'est quoi exactement ces deux paramètres, CP et CV? D'accord? Alors, il faut savoir que CV, c'est l'énergie qu'il faut fournir, d'accord, à une mole, d'accord, d'un corps pur, d'accord, pour élever sa température d'1 degré Kelvin. Bien sûr, à volume constant, si je parle de CV, ou à pression constante, et la manif CP. Je répète, la capacité calorifique à volume constant, c'est l'énergie calorifique, bien sûr, qu'il faut fournir, d'accord, à une mole, parce que la capacité calorifique molaire, OK, la capacité calorifique massique, d'accord? Donc, capacité calorifique molaire à volume constant, CV, c'est l'énergie qu'il faut fournir à une mole d'un corps pur, d'accord, à volume constant pour élever sa température d'1 degré. Maintenant, si je veux définir CP, c'est la capacité calorifique à pression constante, c'est l'énergie calorifique qu'il faut fournir à une mole d'un corps pur à pression constante maintenant pour élever sa température d'1 degré Kelvin. D'accord? Ce n'est pas 1 degré Celsius. D'accord? Maintenant, on arrive à l'expression de l'enthalpie ou la chaleur à pression constante. On a dit que la chaleur à pression constante, c'est delta H, c'est ce qu'on voit ici. C'est la même intégrale ou le même travail qu'on a vu tout à l'heure, avec ici, au lieu de CP, c'est CV. D'accord? Au lieu de CP, c'est CV. Alors, il faut savoir également, la même remarque que nous avons fait tout à l'heure, normalement, il y a N, il y a le nombre de moles qui manque. Donc, c'est NCV. Maintenant, si je travaille pour une mole, il n'y a pas lieu de mettre N. N sera égal à 1. D'accord? Maintenant, si ce n'est pas spécifié, si on ne vous dit pas qu'il s'agit d'une mole, là, vous êtes obligé de mettre N. D'accord? Alors maintenant, la même remarque que nous avons fait tout à l'heure, c'est que CP également, il peut être constant dans le domaine de température ou en travail, comme il peut varier avec la température telle que nous l'avons vu tout à l'heure pour delta U, c'est-à-dire même CP, il peut avoir une expression comme celle-là. Donc, il peut peut-être s'agir d'un autre type d'expression, hein. Donc, moi, je vous ai donné un exemple. D'accord? L'expression a dit, elle sera différente de celle. Alors maintenant, on arrive aux unités. Parce que nous avons capacité calorifique molaire. D'accord? Molaire. Soit que ce soit à V constant, l'IA CV, ou à P constant, l'IA CP. Les unités de donc, molaire. D'accord? Donc, normalement, c'est des joules par mol et par degré Kelvin. D'accord? Joule par mol et par degré Kelvin. Parfois, au lieu de le joule, on également la calorie. D'accord? Au lieu de le joule, on la calorie.
Il faut savoir que la calorie, c'est une autre expression de l'énergie. نقدر يكون عندي calories ou joules par mol, comme نقدر يكون عندي une capacité calorifique massique. D'accord? La capacité calorifique massique, إذا كانت عندي une capacité calorifique massique, d'accord? Massique, elle sera soit en calories ou la joule, maintenant par gramme et par degré Kelvin. Donc, elle est par gramme, c'est pour 1 gramme. D'accord? Là, c'est pour une mole. Et au fait, généralement, c'est cette expression-là qu'on privilégie le plus, c'est-à-dire qu'on travaille avec les capacités calorifiques molaires dont l'unité peut être soit des joules par mol et par degré Kelvin ou des calories par mol et par degré Kelvin. C'est pour ça que je vous prie de bien observer les unités. D'accord? C'est très, très important. Maintenant, on peut, puisqu'on a CP est égal à D2H, D2T, parce qu'à l'H, on a D2H est égal à CP, DT, d'accord? Kif kif hna, on peut dire que D2U est égal à CV, DT. Si on revient vers l'expression de l'enthalpie, d'accord, qu'on remplace H et U selon ces expressions, ou là qu'on dérive, on va dériver ça par rapport à T. Donc, PV, c'est égal à RT. Là, on est en train de travailler pour une mole. D'accord? On a dit qu'on travaille pour une mole. Alors, je remplace PV par RT et je dérive. D'accord? D2H sur D2T, je dérive tout ça, est égal à D2U sur D2T plus R, parce que D2T sur D2T, c'est égal à 1. Ou ce n'est autre que CP. Ou ce n'est autre que CV. Et on peut avoir donc CP égale à CV plus R ou l'expression qu'on utilise beaucoup, c'est CP moins CV est égal à R. C'est-à-dire pour un même composé, si on vous donne CP, vous pouvez déduire CV. Et vice-versa. C'est-à-dire si on vous donne CV, vous pouvez déduire CP. D'accord? Très bien. On arrive à l'enthalpie de réaction. D'accord? On arrive à l'enthalpie de réaction. En fait, ici, on va utiliser deux relations, d'accord? Deux relations très importantes, la loi de Hess, d'accord? Et la loi de Kirchhoff, d'accord? La loi de Hess, elle me permet, donc S, c'est pas S, c'est Hess, d'accord? La loi de Hess, donc, elle est utilisée quand on a une réaction, elle nous permet de calculer l'enthalpie de la réaction. Et la loi de Kirchhoff, qu'on va voir plus tard, la loi de Kirchhoff, c'est quand on a une enthalpie de réaction à une température T1 et qu'on veut déterminer l'enthalpie de cette même réaction à une autre température. On commence pas à pas déjà pour savoir comment calculer l'enthalpie d'une réaction. Alors parfois, on a ce chemin-là direct, par exemple, on a un réactif A qui va donner un produit B pour lequel on voudrait cette enthalpie. Parfois, ce chemin indirect qu'on a nous permet pas de calculer delta H. Par contre, on peut avoir des chemins qui sont définis. Par exemple, le chemin من X عندي le delta H تاعو et le chemin من X B عندي le delta H تاعو. Alors là, je crée un schéma, d'accord? Alors A donne B delta H, mais je le veux le déterminer. Par contre, عندي من A X, d'accord? وعندي من X B, d'accord? C'est delta H2, d'accord? Il faut savoir que l'enthalpie, il ne faut pas l'oublier, comme l'énergie interne, l'enthalpie est une fonction d'état, d'accord? Si l'enthalpie est une fonction d'état, donc la variation ne dépend pas du chemin suivi, d'accord? Elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Du coup, là, je peux assumer que delta H, ça va être égal à delta H1 plus delta H2. Mais attention, il faut respecter le sens des flèches, d'accord? Parce que si la flèche est à l'envers, ça veut dire qu'il faut rajouter un signe négatif, d'accord? Ce n'est pas ce qu'on a dans cet exemple. Ici, les flèches, elles concordent donc parfaitement avec le sens de la réaction. Donc, il n'y a pas lieu de rajouter un signe moins. Mais sinon, on peut avoir dans certaines réactions qu'on ne peut pas avoir un chemin hakka simple, ça c'est juste pour expliquer. Et là, il faut veiller
à vérifier le sens des flèches. Parfois, dans l'exercice, il met comme l'enthalpie تاع le sens, alors que vous, dans la réaction, il يخرج comme le contraire. Ça veut dire qu'il faut mettre un signe moins. Bien sûr, tout ça, on va le comprendre mieux avec des exercices d'application. D'accord? Alors, donc ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, et puis la définition qui est la loi de S dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, quand on a une réaction, donc des produits, par exemple A plus B qui donne C plus D, on peut dire que on applique la loi de S, la variation de l'enthalpie de cette réaction, c'est quoi? C'est la somme des enthalpies les produits, d'accord? Les هما C et D, moins la somme des enthalpies des réactifs, les هما A et B. Voilà, donc ça c'est la loi de S. D'accord? Ça, c'est la loi de S. Et puis, il faut savoir que pourquoi on a ça? Parce qu'il s'agit du premier principe de la thermodynamique, qu'on appelle également le principe de l'état initial de l'état final. Quand on a une fonction d'état, la variation de la fonction d'état, elle ne dépend pas du chemin suivi, elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Donc, retenez ce que nous avons vu là, la loi de S, très importante parce que cette loi, elle n'est pas uniquement utilisée pour l'enthalpie. On peut également, comme on va le voir après, à partir de certains exercices, elle peut être appliquée pour l'entropie comme elle peut être appliquée pour l'enthalpie libre. Très bien, donc la loi de S. Alors, on revient vers ce qu'on a dit tout à l'heure. J'ai dit parfois, on a des réactions. Par exemple, j'ai cette réaction-là, d'accord? Je veux déterminer son enthalpie, donc tel que vous le voyez ici. Donc, je veux déterminer son enthalpie. Ce chemin-là direct ne me permet pas de faire les calculs. Donc, par contre, on dit des chemins intermédiaires dont les enthalpies sont connues. Par exemple, j'ai C plus O2 qui donne CO2. Son enthalpie, c'est moins 394 kJ par mol. Et puis CO plus 1 demi de O2 qui donne CO2. Et delta H2, c'est moins 283 kJ par mol. D'accord? Donc, je dois utiliser ces deux réactions pour créer un chemin qui va me mener de ça à ça, d'accord, et qui me permettra de déterminer delta H. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Au fait, on peut tout simplement travailler d'une manière plus simple que ça. Alors, vous avez votre chemin direct. C'est quoi? Je vais travailler ici en bas. Alors, le chemin pour lequel je voudrais déterminer l'enthalpie. C plus 1 demi de O2 qui va donner CO, donc gaz bien sûr, et celui-là, son delta H que je voudrais déterminer. D'accord? Je vais voir ici. Si je mets C plus O2, d'accord? Ça va me donner quoi? Ça va me donner CO2. D'accord? Ce chemin-là, je connais son enthalpie, c'est delta H1. On va revenir vers le... Voilà, donc C plus O2, je l'ai, le voilà. Il me donne CO2 et l'énergie qu'il libère est égale à delta H1 moins 380. Alors, je crois que c'est une énergie qu'il libère parce que j'ai le signe moins. On a dit tout ce qui est CD, d'accord? Il est négatif. Donc, c'est une énergie qui est libérée. Maintenant, par ailleurs, j'ai ici, regardez, j'ai CO plus 1 demi de O2, d'accord, qui donne également CO2. Donc, vous voyez ce que j'essaye de faire? J'essaye de créer une boucle. Parce que si vous ne créez pas une boucle, c'est-à-dire vous fermez comme ça, vous ne pouvez pas faire le calcul de delta H. Il faut toujours fermer la boucle. D'accord? Donc, là, CO plus 1 demi de O2, le voilà. Donc, CO plus 1 demi de O2, le voilà. Il me donne CO2. Également, il dégage une chaleur de moins 283 kJ par mol. D'accord? Maintenant, j'ai fait une boucle. D'accord? Qu'est-ce que je vais dire? Je vais emprunter une autre couleur pour que ça soit plus clair. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que le chemin direct, اللي هو هذا,
d'accord? Le chemin direct est égal au chemin indirect, d'accord? Alors, عندي un chemin direct ou عندي un chemin indirect. Ça veut dire, je compte comme tout à l'heure, il faut suivre le sens des flèches. Le chemin direct, ça veut dire delta H, égale le chemin indirect. Il faut دايما نقلع من نفس le point ونرجع نفس le point. D'accord? Donc, le chemin direct, j'ai ça, regardez ici, donc qui est égal à delta H1. Et puis ça, vous voyez ici, ça va dans le sens opposé de la flèche. La réaction, où je trolley, quand je passe j'ai delta H2. Ça veut dire qu'il dit l'axe. Donc, je vais avoir moins delta H2. D'accord? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a pris un cas pour expliquer qui était celui-là et nous avons dit les flèches, elles concordent donc avec le sens. C'est la même chose. On peut dire que le chemin direct, d'accord, le chemin direct, voilà, le chemin direct qui est celui-là, est égal au chemin indirect qui est celui-là. Vous voyez, دايما نفس نقطة الانطلاق ونفس نقطة الوصول. Donc, je pars toujours du même point et j'arrive au même point. D'accord? Mais avec deux procédés différents. C'est pour ça que le premier principe de la thermodynamique, il est important. D'accord? Les fonctions d'état, comme l'enthalpie, l'énergie interne, l'entropie, leurs variations ne dépendent pas du chemin suivi. Elles ne dépendent que de l'état initial et de l'état final. Donc, il faut دايما le même état initial ou le même état final. D'accord? En fait, c'est à peu près la même chose, sauf que on l'a pris, au lieu de 1 demi de O2, au lieu de l'écrire ici, C plus 1 demi de O2, mais en fait, c'est faux, il faut l'écrire ici. Et puis ça, au lieu d'écrire C plus 1 demi de O2, comme on l'a écrit de ce côté. Ça revient que je roule un demi de O2 à droite et à gauche. Mais au fait, moi, je préfère construire des boucles comme ça, d'accord? Donc, c'est delta H1 moins delta H2, d'accord? Donc, là, on fait les calculs tels que vous le voyez ici. Voilà, delta H, c'est delta H1 moins delta H2, tout simplement. Je fais la soustraction et donc, je déduis l'enthalpie de cette réaction. D'accord? On déduit delta H. En fait, on aura des exercices semblables pour mieux faire comprendre. Là, on arrive à l'état standard parce que dans les énoncés des exercices en thermodynamique, on évoque certaines conditions, on parle tout le temps ou toujours de l'état standard. Alors, c'est quoi l'état standard? D'accord? Alors, il faut savoir que il y a ce qu'on appelle l'enthalpie de formation d'un corps. Alors, l'enthalpie de formation d'un corps, c'est quoi? C'est la variation d'enthalpie accompagnant la formation de ce corps à partir des corps purs simples dont les conditions de température et de pression dans les conditions de température et de pression à préciser. D'accord? C'est delta HF. Maintenant, quand on dit enthalpie de formation d'un corps standard, alors les conditions standards, c'est quoi? C'est que vous avez une pression d'une atmosphère, une température de 298 degrés Kelvin, c'est-à-dire c'est 25 degrés Celsius. Et puis, il y a l'état normal ou les conditions normales, ça veut dire que vous avez une pression et 0 degrés Celsius. État standard, état normal. D'accord? En fait, nous les conditions standards. D'accord? Alors, il y a certains corps purs, les à l'état standard, ils sont à l'état solide. Il y a certains corps purs, à l'état standard, ils sont liquides. Il y a certains corps purs, les à l'état standard, ils sont liquides. D'accord? Donc, ça dépend. Bien sûr, à travers les énoncés des exercices, on va vous renseigner sur ça. Alors, par exemple, OK, donc ça, c'est les enthalpies de réaction. Donc, quand on a, vous avez cette réaction-là, ça, c'est quoi? Ça, c'est l'enthalpie de formation de CO2. Bien sûr, là, on a oublié de préciser que ça, c'est solide. Ça, c'est O2 gaz. Et ça va me donner CO2 gaz.
Par exemple, si on veut définir l'enthalpie de formation de CO2, d'accord, l'enthalpie de formation, d'accord, d'un corps est égale à, voilà, donc je reviens à la définition, est égale à la variation d'enthalpie accompagnant la formation de ce corps à partir de ces corps simples purs pris dans l'état standard, en fait, d'accord. Donc, ici, si je cherche l'enthalpie de formation de CO2 dans les conditions standards, d'accord, ça sera l'enthalpie de cette réaction, d'accord. C'est l'enthalpie de cette réaction. C'est la réaction de formation de ce corps à partir de ses constituants pris dans l'état standard. Alors, l'oxygène à l'état standard, il est gazeux. Le carbone à l'état standard, il est graphite ou solide, d'accord. Donc ça, c'est une enthalpie de formation de CO2, d'accord. Maintenant, cette réaction n'est pas une enthalpie de formation, d'accord. Cette réaction n'est pas une enthalpie de formation de CO2, c'est une réaction classe, donc ce n'est pas une enthalpie de formation, d'accord. Maintenant, quand on a une réaction, ça on l'a dit tout à l'heure, quand on a une réaction comme ça, A plus B donne C plus D, la variation d'enthalpie, c'est la somme des enthalpies des réactifs moins la somme des produits moins réactifs. Bien sûr, avec les coefficients stoichiométriques. Les coefficients stoichiométriques, donc j'ai écrit delta HF CO2 plus delta HF H2 moins, donc les produits, moins delta HFCO plus delta HF H2O, les réactifs. Normalement, je dois rajouter les coefficients stoichiométriques. Alors, il faut savoir que les enthalpies de formation des corps purs simples, qui m'a O2, N2, F2, leur enthalpie de formation, que ce soit dans les conditions standard Watt, elles sont égales à 0. D'accord. Il y a aussi l'énergie de liaison. Donc, l'énergie de liaison. Alors, l'énergie de liaison, c'est quoi? C'est l'énergie de formation, de formation d'un composé à l'état gazeux. D'accord? C'est l'énergie de formation d'un composé à l'état gazeux, par exemple, à partir de ces éléments à l'état gazeux aussi. D'accord? À l'état gazeux aussi. Alors, regardez par exemple le CH4. D'accord? Regardez, on commence par H2, plus simple. H2, c'est l'énergie de formation de H2 à l'état gazeux. D'accord? À partir de ces éléments, regardez ces atomes à l'état gazeux. D'accord? Et puis cette enthalpie, ça sera quoi? On a dit H, H comme ça. Et donc cette enthalpie-là, c'est également l'énergie de la liaison HH. D'accord? C'est l'énergie de formation de la liaison HH. Très bien. Maintenant, si je prends une molécule un peu plus complexe, regardez cette molécule, CH4. Alors, je fais un seul carbone, d'accord, à l'état gazeux, parce que la définition c'est l'énergie de formation du composé à l'état gazeux à partir de ces atomes à l'état gazeux. D'accord? Et puis celle-là, c'est quoi? Dans la molécule CH4, on dit 4 liaisons CH, wahda, zouj, tlata, arba'a. Et donc, je peux dire que delta H, l'enthalpie de cette réaction est égale à 4 ECH. ECH, c'est quoi? C'est l'énergie de la liaison CH. D'accord? Alors, une remarque importante, c'est que l'énergie de liaison est exothermique. D'accord? Exothermique, parce que généralement, la formation de la liaison, elle s'accompagne d'un dégagement de chaleur. Ou l'axe, l'énergie de dissociation, elle est endothermique. Pour casser la liaison, il faut fournir une énergie. Donc, elle est endothermique. D'accord? Donc, il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire, si vous êtes en train de calculer une énergie de liaison positive, ça veut dire que c'est faux. Hein? Il y a une erreur quelque part. Une énergie de liaison, elle est exothermique. La formation d'une liaison, elle s'accompagne d'un dégagement d'énergie, de chaleur. Par contre, la dissociation, la liaison, il me faut de l'énergie, donc elle est endothermique.
Alors, on arrive également à la chaleur latente de changement d'état, d'accord? Chaleur latente de changement d'état. Tout d'abord, il faut savoir quels sont les différents états de la matière et quels sont les différents changements d'état. Alors, nous savons tous que la matière existe sous trois états, l'état gazeux, solide et liquide, d'accord? Alors, quand on passe du solide au gaz, c'est la sublimation, du gaz au solide, c'est la condensation. Quand on passe du gaz au liquide, c'est la liquéfaction qu'on appelle également la condensation. Pour passer du liquide au gaz, c'est la vaporisation. Maintenant, du solide au liquide, c'est la fusion. Et du liquide au solide, c'est la solidification. Alors, ces changements d'état, on leur associe une énergie qu'on appelle LF, مثلاً, s'il s'agit de la chaleur latente, de fusion, مثلاً, d'accord? On peut avoir LV, la chaleur latente de vaporisation, chaleur latente de vaporisation. Donc, pour chaque changement d'état, on a la chaleur latente. C'est quoi cette chaleur latente? Au fait, il faut savoir que, par exemple, si vous prenez un morceau de glace, d'accord, lorsque la fusion de la glace, c'est à 0 degré Celsius, d'accord? Elle commence la fusion. Alors, vous avez un moment, d'accord, où la glace, elle est à 0, d'accord? Et elle va وتقعد à 0 un moment حتى ترجع لنا liquide وتمد لنا liquide à 0 degré Celsius. Justement, avec le passage à la même température, يعني تقعد toujours à 0. Avec le passage à la même température de l'état solide à l'état liquide, نعيطوا له, on lui, il lui faut une énergie نسميها la chaleur latente. D'accord? Chaleur latente. بالعكس, si vous prenez مثلا de l'eau liquide باش تبخروها pour la vaporiser, vous allez avoir un moment où l'eau elle sera à 100 degrés mais elle ne sera pas sous forme de vapeur, d'accord? Et puis تقعد à 100 degrés, on va te mettre la vapeur à 100 degrés, et puis là après ce point-là تبدا les vapeurs elles se forment davantage. Donc كاين un moment où la matière تقعد à la même température, mais elle change d'état. Et pour qu'elle puisse changer d'état, il faut lui fournir une énergie, d'accord, qu'on appelle la chaleur latente de changement d'état. D'accord? Le changement d'état, c'est quand la matière تقعد à la même température et qu'elle change d'état. D'accord? Ça, c'est la chaleur latente. On arrive, comme au début de ce cours, on va voir deux lois. Donc, la loi de S, on l'a vu tout à l'heure, qui dit une réaction. L'enthalpie de la réaction, c'est la somme des enthalpies des produits, moins la somme des enthalpies des réactifs, bien sûr, accompagnée de leur coefficient stoichiométrique. Et puis, il y a la loi de Kirchhoff. La loi de Kirchhoff, elle me permet d'obtenir des enthalpies à différentes températures. C'est-à-dire, je suppose que Andy une enthalpie, par exemple, ici, regardez cette réaction, Andy une enthalpie à 298, et puis je veux l'enthalpie pour la même réaction, mais à une deuxième température, d'accord? À une deuxième température. Donc là, je crée un autre chemin. Donc, vous voyez ici, j'ai delta H1, d'accord? Un chemin. C'est lorsque ici, regardez, donc vous avez passage, tu as les produits, tu as les réactifs, pardon, passage, tu as les réactifs, la température 298 à la température T2. On bat le deuxième delta H2, d'accord? C'est le passage, le passage les réactifs, de l'état T à l'état T2, sous la même pression. Alors, comme on a l'habitude de faire, le chemin direct égale au chemin indirect, d'accord? Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir delta H1, je vais dire que delta H, le chemin direct,
c'est égal à delta H1, vous le voyez ici, plus delta HT2, donc plus delta H2, d'accord? Et puis, je tire l'enthalpie à T2, d'accord? Je tire l'enthalpie à T2. Donc, cette loi est appelée loi de Kirchhoff. Alors, parfois, pour connaître, bien sûr, delta H1 et delta H2, c'est-à-dire comment le passage, يعني تاع les produits, تاع les réactifs, من T1 ل T2 ou تاع les produits من T1 ل T2, donc لازم نستعمل les CP, les capacités calorifiques, d'accord? Donc, vous voyez ici, qu'est-ce que j'ai fait pour calculer delta H1? J'ai fait CP, donc مجموع تاع les CP تاع les réactifs, d'accord? من 298 à T2, d'accord? Et puis pour l'autre côté, ça sera CpC2H6, donc avec les composés qu'on a, donc dans ce sens. CP تاع هذا وهنا درت مجموع تاع les deux هنايا. D'accord? CP de C2H6 dt, de T2 à T1. D'accord? Et puis, bien sûr, vous le savez, ça ce n'est qu'un rappel. Les réactions qui sont endothermiques et exothermiques. Donc, les réactions endothermiques, ça veut dire qu'elles absorbent de la chaleur et l'enthalpie il sera positif. Les réactions exothermiques, c'est des réactions qui produisent de la chaleur et donc l'enthalpie il est négatif. Très bien. Donc là, on s'arrête ici. Ça, on se retrouve après pour quelques exercices d'application.